Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai daro. Dagara, ima kara desu ne. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan Philippe. Parce que ça va vite, ça va cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui, Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Dive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast, votre émission sur tout l'univers du catch, d'analyse en détail, en profondeur, on espère le plus poussé et puis on n'exclut pas effectivement de la mauvaise foi pour vous servir Medides de Death Podcast, l'univers d'émissions en tout genre et varié, on y reviendra un peu après. Et j'ai avec moi Félix, salut Félix. Salut Mehdi. Ainsi que Michael, coucou Michael. Coucou. Donc, les tres amigos sont donc présents dans la place et on va vous parler aujourd'hui de promotion. Alors, on va pas vous parler effectivement en Inception du fait que nous sommes sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, que vous pouvez nous retrouver effectivement en replay et beaucoup de mash-up et de choses très chouettes que Félix peine de ses petites mains à monter et à vous proposer. Que vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon, ça commence à partir de un petit euro symbolique et si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas simplement de nous partager sur les réseaux. Non, on va vous parler de promotion catchesque, de qu'est-ce que c'est que de faire sa promo, qu'est-ce qu'une bonne promo, qu'est-ce qu'une mauvaise promo. Et l'émission, effectivement, est tellement dense dans sa proposition qu'on va même faire ça en deux parties, excusez du peu. Donc, on s'attellera sur la première partie à vous parler surtout de la définition de ce que c'est qu'une promo et qu'est-ce que, comme tel un chasseur, qu'est-ce que c'est qu'une bonne promo et une mauvaise promo. Et puis, on partira dans une deuxième partie, on vous le redira en temps voulu dans la partie concernée, sur ce que peuvent être, on va dire, des promos exotiques, indéfinissables. Voilà, donc vaste programme. On va commencer sans plus tarder avec, évidemment, la définition même de ce que c'est qu'une promotion. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer ou est-ce qu'on part sur un point étymologique. Enfin, il y a plein d'axes d'entrée, je pense, sur ce que c'est qu'une promotion. C'est peut-être ça qu'il Ouais. faut détailler au début, parce que c'est vrai que tu Ouais. dis promotion, c'est vrai que le terme promo dans le jargon catchesque, c'est sans doute un raccourci du terme promotion, mais après, on dit promotion aussi dans le catch pour parler d'une organisation de catch, donc ça peut être flou pour certaines personnes qui découvrent un peu. Oui. Mais donc Ouais, promo, ça s'appelle promo parce que effectivement c'est pour faire la promotion d'une rivalité ou d'un match ou de quelque chose qu'il faudra faire passer comme message aux spectateurs, aux fans de catch. Et donc une promo, c'est surtout je dirais, c'est un monologue, c'est un catcheur ou une catcheuse qui va adresser son adversaire, le lieu de leur prochain match, la teneur et les enjeux de leur rivalité. Si elle est, par exemple, si la personne va challenger pour un titre, ça va être peut-être l'angle de sa promo. Donc c'est le côté presque théâtral, le plus dans le côté comédie au sens noble du terme du catch, alors que le match, par exemple, c'est son pendant plus action. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les autres. Globalement, je suis assez d'accord. Peut-être rappeler simplement d'un point de vue étymologique. Ah, Michael, je pense que c'était un ouais qui amenait à préciser les choses. Mais. Vas-y, Non, vas-y. non,
Non, bah juste, bah le truc c'est que oui, c'est après, enfin, la promo surtout, oui, par rapport au côté étymologique et Oui, il y a le côté promo purement promotionnel pour le coup, c'est-à-dire oui, faire la promotion d'un match qui va arriver. Donc en général, c'est quand même c'est l'idée de base d'une promo. Et il y a aussi, en fait, ce qui s'est greffé après, et ce qui est plus particulier au catch, c'est le côté narratif, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la Yes. promo, d'un côté, elle est là pour faire la promotion d'un match qui va arriver, et d'un autre côté, elle est là pour faire avancer une histoire. Et bon, je pense que c'est à peu près les deux fonctions qu'on peut avoir dans Ouais. une promo. Aujourd'hui, c'est un alors dialogue, quoi. C'est vraiment genre une manière de rebondir sur des dialogues et tout ça, oui, c'est vrai. c'est intéressant que tu dises que c'est spécifique au catch, parce que je suis pas totalement d'accord. Moi, je suis allé sur un truc vraiment purement étymologique. Donc, tu l'as déjà dit en termes français, c'est-à-dire que promo, c'est l'abréviation de promotion, et que, donc en anglais, de promotional, et que ça vient effectivement de l'univers, notamment dans cet usage-là, on va dire. Raccourci en promo notamment de domaine du hip-hop et de tout ce qui était promotionnel au niveau de notamment de la sortie des vinyles, donc ce qu'on appelle les LP, ou encore les cassettes et les CD à l'époque. Et quand tu disais que c'est spécifique au catch au niveau de sa narration, et je vais faire un parallèle à la fois hip-hop et catchesque, vous allez peut-être me voir venir un petit peu, bah, pas tant que ça, parce que dans le domaine du hip-hop, du rap, etc., on sait qu'il y a très souvent des grosses mythologies de personnages au-delà même de leur flow, de leurs chansons, leurs instrus, etc. On pensera entre autres des grandes figures, je pense à des Tupac ou autres représentants comment s'appelle-t-il, Don't Believe the Hype, et Public Enemy. Et je repense à ça parce que je fais un parallèle avec, on y reviendra probablement dans la deuxième partie de l'émission, avec John Cena, qui est quand même, qui s'est beaucoup vendu dans cette optique-là, vraiment très identifié côté univers hip-hopesque et compagnie. Donc voilà, c'était simplement cette petite Oui, précision-là c'est de vrai. dire que c'était pas Oui, puis totalement. Oui, bah, il y a Jey Uso qui est un peu, enfin Jey Uso particulièrement, les deux Uso, parce que du oui, coup, ça me fait penser aussi au battle, il y a eu des battles tout à un fait. petit peu en mode hip-hop avec les Uso et les New Day il n'y a pas si Ouais. longtemps. Et puis, il faut rappeler aussi le crossover avec Ric Flair et le rappeur américain, je me rappelle plus de son nom, mais il était Ah oui, apparu bah oui, dans un oui, oui. clip. Et il y a beaucoup de rappeurs qui se réclament de Ric Flair dans son personnage, mais aussi dans son flow. Euh, et ça, il y a je pense qu'il y a toute une généalogie derrière la promo, parce qu'on peut aussi remonter à la boxe, par exemple, parce que c'est Mohamed Ali qui a vraiment on va dire, démocratiser cette manière d'aborder son adversaire, son combat. Alors pour le coup, là, il n'y avait pas il y avait pas une dimension scriptée, quoi. Il n'y avait pas une dimension écrite. C'est lui qui improvisait et qui provoquait son adversaire avec une éloquence vraiment qui va être reprise après par le catch. Mais lui, il le disait lui-même, cette manière de faire, cette manière d'aborder un combat et d'en faire la promotion aussi, c'était un truc qu'il avait pris du catch dans les années 50, quand il avait commencé la télévision. Et c'était notamment avec, je crois, Gorgeous George, Buddy Rogers aussi, le premier Nature Boy d'ailleurs, avant Ric Flair. Donc tout ça, ça vient aussi de... C'est un entremêlement, donc il y a le rap, la boxe, mais le catch aussi. Et je pense que c'est l'origine vraiment de cette manière de faire et cet art de la promo. Je pense que ça vient du début du catch à la télévision Ouais. dans les années 40-50, parce qu'il y avait ce besoin de présenter des images mais aussi des paroles, de présenter des personnages, parce que même si à l'époque il y avait encore le kayfabe et que le catch était encore considéré comme entre guillemets réel, enfin en tout cas legit, il y avait le besoin de montrer qui est le méchant, qui est le gentil. Et outre le fait de tricher par exemple sur le ring, il y a aussi le fait d'insulter son adversaire ou de mentir, et tout ça c'est par la parole quoi que ça vient. C'est voilà, c'est des généalogies, en tout cas, c'était pour ça que je voulais le préciser, parce qu'on retrouve T'as plein de très bien trucs, fait. que ce soit le bling bling et le rappel que tu fais de Ric Flair est parfait, ou que ce soit effectivement la punchline, donc, ou même la prosodie, donc le rythme de la façon dont vous allez poser vos mots n'est pas le même que si je vous enchaîne comme ça. Voilà, vous voyez, vous avez Oh là compris là. l'idée sur la définition. Quelle démo, quelle démo. T'as vu ça,
Tough Love n'a qu'à bien se tenir. Bref, en tout cas, y a ça d'un côté. D'un côté peut-être plus classique, on a aussi les promos qu'on va entendre du côté, et ce sera, on s'avance pas trop, mais les promotions plus vraiment préparées en amont, donc visuelles, c'est-à-dire clipesques, on y reviendra après, Yes. enfin, après, même pendant d'ailleurs cette première partie. Et puis surtout, rappeler quand même, sur un côté peut-être un peu moins, qu'on associera un peu moins au côté entertainment très américain, société du spectacle vraiment américaine, la promotion, c'est au sens aussi d'une élévation de rang au niveau social, au niveau professionnel, hein. Quand on a une promo, en général, on est effectivement élevé à un rang, une fonction supérieure. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir, surtout quand on sait dans certaines fédérations comme la WWE, à quel point il y a une obsession sur le discours et la logique du travail, lâchons le mot, hein, excessivement capitaliste, le fameux You are fired de Vince McMahon qui est devenu une Ouais. gimmick, voilà. Donc évidemment, ça plante un petit peu le décor. Je vous laisse s'il y a des choses à rajouter, puis après on va commencer Non, mais c'est doucement vrai, notre juste par rapport à l'aspect vraiment promotion, travail, j'y avais pas Mm. pensé, mais ce que tu dis, j'ai envie de rebondir là-dessus, dans le sens Ouais, où c'est vrai que quand on donne la parole à un catcheur pour la première fois, qu'on lui donne ce promo time, ce temps de parole, c'est ouais, aussi une manière de lui faire une promotion, mais c'est une ça. promotion un peu opportuniste. C'est soit tu la saisis, tu arrives à faire une promo qui divertit, qui est intéressante, qui a un propos vraiment qualitatif. Et alors là, tu pourras peut-être être pêché et donc avoir de plus grands matchs, participer à des storylines, etc. Mm. Soit tu retournes dans les abysses du mid-card, etc. C'est vrai que j'y avais pas pensé à ça. Je me permets de préciser un propos de qualité parce que sinon la police de Jérôme Pardon, va pardon. débarquer sur l'émission et nous dire qu'il faut pas. Donc il y a deux trucs hein, sur lesquels on veille dans les émissions de Death Podcast, c'est la définition de qualité et la définition de une espèce et non pas un espèce. Voilà, ça comme ça vous aurez compris pourquoi on est des ayatollahs de la syntaxe. Donc voilà, on a posé les grandes lignes à moins d'une intervention promo spéciale de Michael. On va se lancer dans ce que serait une bonne promo, d'après nous. Donc voilà, c'est toujours le moment un petit peu patate chaude. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite Bah, commencer ou Mika, est-ce que vous souhaitez que je m'y colle? Mika? Mika peut-être. Ah non, non, moi je sais que je suis très mauvais avec les patates chaudes, hein. Faut jamais Bon, m'en eh ben, vouloir. bah, écoute, on va pas faire ça. Ok. C'est toi qui décides, Félix. Soit tu commences, soit je commence. Et bah Comme ça, on commence. donne du rythme. Je commence. Alors, donc, j'ai fait un petit top 3 sur lequel bah, vous réagirez effectivement à l'envie. On va pas trop s'étaler pour que l'émission soit digeste, qui pour moi était emblématique. J'ai essayé, je me permets de préciser, de faire en sorte d'avoir une promo pour moi vraiment emblématique de ce que c'est qu'une bonne promo de trois fédérations différentes. Et j'ai commencé, je pense que ça va être assez raccord avec le monde du travail avec une promo de Dusty Rhodes qui date hein, maintenant, effectivement, qui est connue sous le terme de Hard Times. Et en gros, Dusty Rhodes face cam, évidemment, comme dans beaucoup de promos et spécifiquement dans les années 80-90, comme ça, face caméra, vraiment grosse invective et tout, commence à expliquer vous ne savez pas ce que c'est que quand les temps sont durs. Vous utilisez le fait que les temps sont durs. Alors, c'est une petite traduction littérale, mais vous allez comprendre. Et en gros, moi, je sais ce que c'est que quand les temps sont durs. Quand les temps sont durs, c'est quand vous vous retrouvez à ne plus avoir un sou, à ne plus pouvoir nourrir les vôtres, etc., etc. Et pour moi, alors je fais rapide et je réexpliquerai après parce que tout le monde ne connaît pas Puis forcément on va peut-être l'écouter aussi. le réalisateur, effectivement, c'est un peu une promo Ken Loach, moi je trouve, cette promo de Steve Rhodes. Ken Loach qui est un réalisateur très connu pour parler en fait du monde du travail, de la société, particulièrement des opprimés comment dire, des précaires. Et Dusty Rhodes joue clairement sur cette corde-là du mec, de ce que c'est que du travailleur, du dur au mal, etc. Donc, comme tu suggérais, Félix, peut-être un petit temps mort pour un point d'insert de la promo et on se retrouve après, c'est ça? Allez. Allez. You don't know what hard times are, Daddy.
Hard times are when the textile workers around this country are out of work and got 4 or 5 kids and can't pay their wages, can't buy their food. Hard times are when the auto workers are out of work and they tell them go home. And hard times are when a man has worked at a job 30 years. 30 years. They give him a watch, kick him in the butt, and say, hey, a computer took your place, Daddy. That's hard time. That's hard time. And Ric Flair, you put hard times on this country by taking Dusty Rhodes out. That's hard time. And we all had hard times together. I admit I don't look like the athlete of the day supposed to look. My belly's just a little big, my hind is just a little big, but brother, I am bad and they know I'm bad. And there were 2 bad people. One was John Wayne and he's dead, brother, and the other one's right here. Nature Boy Ric Flair. The world's heavyweight title belongs to these people. I'm gonna reach out right now. I want you at home to know my hand is touching your hand for this gathering of the biggest body of people in this country, in this universe, all over the world now. Reach it out, because the love that was given me, and this time I will repay you now, because I will be the next world's heavyweight champion on this hard time blues. Donc voilà, on a eu un petit peu l'illustration par l'exemple de la promo de Dusty Rhodes, hein, très énervé, hein, très là, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des promos qui des fois sont assez posées. Là, ça commence cache pistache, comme dirait l'autre. Ouais, ça serait quoi ton mot-clé pour cette promo? Moi, ce serait ferveur, peut-être. Ouais, ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'aurais utilisé le terme engagé, mais Ok. parce que l'avantage d'engagé, c'est qu'il peut y avoir les deux sens, c'est-à-dire à la Oui. fois le catcheur et aussi politiquement. Oui, c'est vrai. Et puis après, on Ouais. parlait de Ric Flair, mais c'était à la même époque, si mes souvenirs sont exacts. Et c'était vraiment l'inverse du personnage de Ric Flair, qui lui était le plus riche, le plus beau, le plus fort, alors que Dusty Rhodes, Mm. lui, c'était l'homme commun, l'homme lambda, qui Ouais, représentait voilà, l'homme du ses peuple. prolétaires, voilà, Mm. ses cols bleus, alors que Ric Flair, c'était plus le col blanc. Et il y a vraiment, pour moi, je pense que tu l'as très bien choisi parce que c'est vraiment l'essence de la promo du babyface, du gentil, du héros, parce qu'elle est complètement, on peut s'identifier complètement dans cette promo, quoi. Et c'est pas anodin non plus, encore une fois, parce que j'ai choisi pour illustrer aussi le glissement je dirais du discours politique autour du catch, en particulier de la WWE, parce que à l'époque, effectivement, Dusty Rhodes, comme tu le rappelais, c'était vraiment le représentant du peuple, l'homme du travail, le représentant du travailliste, etc. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas dans les années 90 à 2000, on a clairement eu un glissement en termes de poster boy vers John Cena. Et John Cena, son illustration principale, c'est d'être un militaire, en fait, d'avoir été un militaire, et effectivement de vraiment beaucoup souligner je dirais, ce nouveau discours, là aussi très engagé dans un autre registre de McMahon, de ce qu'il souhaitait mettre en avant. Alors on le rappelle, hein, les parallèles sont peut-être un peu faciles, mais quand même, McMahon est un proche de très longues années, pour pas dire décennies, de Donald Trump. Donc clairement des espèces d'idéaux dans une logique de militarisation qui se cachait pas, quoi. Et en gros, on a Ouais. aussi eu un glissement, même à travers des promos, on peut voir des marqueurs sociaux, Et puis sociologiques, John etc. Cena, tu parles du côté militaire, mais c'est pas pour rien parce que c'est son apogée, c'est quoi? C'est le milieu des années 2000 et donc c'est les années Bush et puis on sortait des attentats de 2001, donc il y avait tous les trucs avec le Moyen-Orient, etc. Donc il y avait les Marines et compagnie, c'était vraiment l'idéal entre guillemets américain ces années-là. Et donc John Cena, c'était à la fois ce côté cool, rap, flow, etc. Mais effectivement militaire, sérieux, il disait loyauté, respect, etc. Voilà, j'ai vraiment choisi pour ça, et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même, je trouve, une entrée en matière pour montrer que, vous allez le voir, on aura d'autres registres de discours dans les promos, mais que de montrer que on peut toujours, il y a toujours un discours
politique qui est chevillée en fait à des promos et au catch en général, hein. C'est un truc qui nous intéresse. On s'est jamais caché au catch à cast. Moi, je voulais rajouter du coup juste, Yes. alors je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler après par rapport à d'autres catcheurs, mais c'est intéressant aussi, parce que je pense que je sais pas si on a vraiment une partie là-dessus, donc il y a aussi une évolution stylistique quand même dans les promos, et Oui, c'est intéressant parce que ça, c'est des promos d'une époque ouais, où il y avait quand même un art de la promo qui s'est quand même un peu perdu, à part pour certaines personnes, où il y avait vraiment quelque chose, une espèce de crescendo très fort, très intense, avec quelque chose de... En théâtral. fait, c'est très, très compliqué. Oui, oui, mais il y a justement un art il y a un art oratoire Ouais, un de côté quelque chose de politique très... presque, ouais. Oui, oui. Tribun, Oui, quoi. c'est presque du prêche. Donc aujourd'hui, on pourrait trouver des gens comme Big E, ou à l'époque, justement, John Cena, dont tu parlais, Ouais. justement, par rapport à ce qu'est une bonne promo ou une mauvaise promo. Mm. Ce que les meilleurs catcheurs pour les promos dans l'histoire du catch ont, c'est qu'ils ont cette faculté à parler de façon extrêmement intense et non interrompue, euh, en ayant une espèce comme ça en effet, comme un prêcheur, quoi. Et en fait, mine de rien, c'est pour ça, par exemple, que John Cena, tu faisais le pareil par rapport à l'aspect politique, mais le point commun aussi avec Dusty Rhodes, c'est que il y a cette possibilité, il y a cette capacité à avoir un flux comme ça et à créer une espèce d'intensité dramatique. Ouais. Alors moi, du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais parler aussi un peu plus tard de Mick Oui. Foley, euh, qui sont des gens qui peuvent tenir en haleine quand même comme ça le spectateur du bout de leurs doigts comme ça très facilement. Et ça, c'est Mm. comme il y avait beaucoup de gens à l'époque justement de Rhodes qui pouvaient faire ça. Il y avait parce que Kogan le fait aussi très bien. Ric Macho Flair, Man le fait aussi très bien. Il y Macho avait plein de gens. Man. Ric Flair le fait aussi très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gens aujourd'hui qui arrivent à le faire et c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal. Et dans l'histoire, par exemple, The Rock, c'est aussi Oui, ça qu'il a, c'est cette tout espèce de à fait. capacité à balancer un flux comme ça assez Ouais, Ouais. moi incroyable. je suis pas tout à fait d'accord sur le The Rock. C'est-à-dire, oui, oui, C'est un autre type c'est de un promo magnétisme. guy légendaire. Voilà, c'est un autre type de magnétisme pour moi parce que Dusty Rhodes, Ric Flair, mais plus Dusty Rhodes, là, pour le coup, pour rester sur l'exemple, c'est vraiment genre le discours presque politique. T'as l'impression de. Enfin, avant qu'il crie c'est notre projet, là, notre président, il aurait dû regarder une promo de Dusty Rhodes pour savoir ce que c'était qu'une vraie parole au peuple, quoi, tu vois. Il y a vraiment un côté je vous emmène avec moi, un côté presque providentiel, quoi, dans sa promo. Donc vraiment, on dirait un personnage politique dans sa promo, alors que The Rock, c'était plus sur le côté, on va dire, flow, hip-hop ou rap, quoi, genre avec des catchphrases, avec des rimes, de l'humour, il jouait beaucoup là-dessus, alors que Dusty Rhodes, c'était vraiment le sujet engagé, comme il l'a dit Mehdi. Après, c'est ce que je pense moi, mais en tout cas, on voit aussi la différence des temps parce que The Rock c'était dans les Ouais. années 90, le catch n'était pas tout à fait pareil, il s'appliquait plus aux jeunes, vraiment genre ados ou jeunes adultes qui s'intéressaient plus au rap qui était dans les années 90, genre en ébullition, quoi. Oui. Oui, mais en tout cas, on voit et je pense qu'on on continuera effectivement le top pour y être justement au top et garder Oh du là rythme. là. C'est que l'exemple de Michael avec Biggie, j'aime beaucoup pour une raison simple, c'est qu'on voit comment peuvent être polarisés certains domaines. Tu parlais d'une dimension d'être capable de prêcher et on sait que la gimmick du New Day, dont vient justement Biggie, est à la base effectivement toute une gimmick, toute une prosodie effectivement de prêcheurs, pour pas dire même Oui, oui, au-delà du gospel, d'églises potentiellement par extension évangélistes, qui sont, comme l'a très bien dit Michael, un certain rythme, une certaine intensité et une capacité à tenir. En plus, Biggie rajoute à ça une espèce de regard comme ça super perçant et tout, où il est à la fois très rigolo et très potentiellement très inquiétant. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment Et, les trucs peuvent se tisser les uns aux et autres. Oui, par rapport à l'évolution un petit peu du style, moi j'avais remarqué, je sais plus exactement vers quel moment, mais clairement ouais, il y a une disons une époque où les promos de catch étaient censés être cette espèce de truc hyper intense où on regarde la caméra et on parle de façon oui. hyper intense sans s'arrêter en parlant de plus en plus fort et tout. Et Et c'était surtout une il y a, époque où il n'y avait pas d'écho. Coucou la WWE et la EW en ce moment. ah ouais, voilà. Et non, mais le truc, c'est que
il y a une période où on a commencé. Alors, je saurais pas dire exactement quand, mais ça aurait été un message, j'aurais dû chercher ça. Mais il y a une période où on a commencé à faire des promos peut-être en criant un peu moins et en étant Oui. peut-être un peu plus naturel. Et je dirais que c'est peut-être des gens comme. Je me demande si Jake the Snake, par exemple, n'était pas quelqu'un qui a commencé à faire des promos. On peut pas commencer à on va trouver des l'évoquer. promos beaucoup plus réalistes, justement. Mm. Et ça va jusqu'à. Et de nos jours, les promos sont quand même beaucoup plus comme ça. Et il y a quand même. Et on peut voir maintenant la différence entre les catcheurs qui essaient de faire la promo vachement intense et les catcheurs qui, bon, bah, je veux dire, Kevin Owens, par exemple, Kevin Owens, c'est un style il fait rarement une promo qui est hyper en mode je suis hyper énervé, j'ai des veines partout et voilà. Et il va plutôt faire des promos extrêmement naturels où il va parler à un rythme plutôt normal et tout. Donc maintenant, il y a un peu les deux écoles qui Ouais. Oui. coexistent en fait. Et dans l'évolution de l'histoire, on peut voir que ça a évolué peut-être même avant l'Attitude Era, on a commencé à voir justement des promos un peu Moi, j'ai plus peut-être naturels et des catcheurs qui étaient un peu plus naturels. ouais, j'ai peut-être deux explications, je sais pas si c'est les bonnes, mais à ce que tu dis, pour étayer ce que tu dis, c'est que déjà, entre les années 80 et les années 90, le format du show de catch et le format de la promo a varié, c'est-à-dire que dans les années 80, ben, dans la promo de Dusty Rhodes, on voit qu'il est dans un studio. On parle de studio wrestling. On n'est pas dans une grande arène comme on est aujourd'hui, par exemple dans les shows Merci pour la WWE. précision. Ouais, Voilà, donc il est vraiment face à une caméra, il n'y a pas tout un public autour de lui avec qui il doit interagir tout le temps. Il doit interagir avec la caméra et avec le banc de public qui doit être derrière cette caméra, comme dans un plateau télé, quoi. Alors que dans les années 90, avec The Rock par exemple, pour reprendre l'exemple que tu as donné, là il est au milieu du ring, il y a tout un public en plus du caméraman qui le suit dans le ring. Mais du coup, le focus est à la fois sur le téléspectateur et le spectateur en physique aussi. Et le deuxième élément, peut-être mineur, mais après tout, tu parlais des veines et de l'énervement et de l'excitation, c'est que dans les années 80, il y a un truc qui est très populaire auprès des catcheurs qui s'appelle la cocaïne. Donc, très clairement, il y a des promos dans l'histoire du catch, que ce soit Hulk Hogan ou Randy Savage ou sans doute Ric Flair d'ailleurs, où tu vois qu'ils ont les pupilles clairement hyper dilatées et qu'ils sont surexcités et qu'ils en jouent en fait, quoi. Ah, le journaliste scientifique, hein. Rien de lui Et échappe. à ce sujet-là, justement, je regardais avant l'émission une vidéo sur les promos un peu légendaires. Et alors, c'est marrant parce qu'il y en avait une qui m'a un peu étonné Ouais. et qui pose un problème par rapport enfin, un problème qui a été vaguement, qui n'a pas vraiment été soulevé à l'époque, mais qui reste, je trouve, un peu bizarre. Ouais. C'est en fait, dans cette liste, il y avait la dernière promo, et pour le coup, la toute dernière promo finale de sa vie, de Ultimate Warrior. Ah oui. Ah, Et Ultimate Warrior, justement, c'est quelqu'un qui était à 500% dans le côté cocaïné du catch, on va dire, tu qui m'étonnes. était à fond, qui était une espèce, on a l'impression qu'il allait faire une rupture d'anévrisme à n'importe quel moment quand il faisait une promo et quand il courait. Enfin, tout ce qu'il faisait, c'était hyper intense. Oui, oui. C'est vraiment le côté. Parce que justement, c'est pour. Enfin, je parle surtout en même temps, mais par rapport à ce que tu disais, il y a en effet le côté devant des gens ou pas. Je pense qu'il y a aussi le côté. Il y a une période où tous les catcheurs devaient être des super-héros, et donc ils devaient être vachement dans une espèce d'intensité comme ça. Et puis il y a eu même avant l'Attitude Era, moi je trouve que ça commence un peu avec un peu les bad guys du genre. Je ne sais plus son nom, mais. Bon. À quoi ressemble-t-il? Non, mais le pote de la clique, quoi. Il y avait Shawn Michaels, il y avait Diesel, Scott et il y Hall, avait. Et Scott Hall, voilà, mais je ne trouvais plus son pseudo. C'est pas Carlito. Donc... Razor Ramon. Oui, voilà, Razor Ramon. Lui, par exemple, c'est quelqu'un qui avait un style, voilà. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il commence à y avoir un peu des bad guys, et il commence à y avoir un côté un peu plus. On est dans une forme de réalisme, disons, un truc un peu plus dark et tout, où on commence à avoir, je pense, une évolution dans les promos. Et donc, pour revenir à Ultimate Warrior, ce qui est troublant, c'est que cette promo qu'il a faite, lui, donc, qui était dans une espèce de côté très intense, il a été au Hall of Fame, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps à LBE, il a voulu faire son Ultimate Warrior comme à l'époque, donc qui courait, qui était complètement crevé. Avec le maquillage. Avant même que le match commence. Alors qu'il avait un costard, c'était très drôle. Voilà. Et donc là, il a fait son truc à fond. Je pense qu'on pourrait imaginer que peut-être que, comme à l'époque, il a pris des trucs pour être un petit peu comme dans le temps, et il est quand même mort le lendemain. Pour info. C'est vrai que j'avais pas, donc, j'avais pas fait le lien. Quand on voit
à quoi il ressemblait, l'âge qu'il avait, et qu'il a voulu. C'était la seule fois depuis des années Oui. qu'il avait l'occasion de revenir à la télé, d'être le héros qu'il était à l'époque, et qu'il a voulu faire son truc, qu'il a un peu couru et tout, qu'il a voulu se donner à fond, qu'il a fait sa promo hyper intense, et qu'il a eu un accident probablement cardiaque le lendemain. Pour le coup, il y a des questions à se poser sur l'aspect, justement, voilà. Ça Les peut frontières, avoir Et quand on voit les promos de Ric Flair aussi, hein, voilà, dans le genre Ric Flair, à chaque fois qu'il fait une promo, on ne sait pas s'il va en sortir vivant. Hein. Je pense que justement on pourra garder ça pour la seconde partie s'étendra plus, peut-être. avec la limitation, mais c'est bien de l'amener dès maintenant, comme ça reste on va dire en tâche de fond à l'esprit de notre auditoire. Alors on va quand même effectivement revenir là où on en était après ce choix de promo. Je vais aller un petit peu plus rapidement pour que vous ayez aussi le temps de déployer vos tops. J'ai choisi comme je vous disais, pour une fédération différente à chaque fois, j'ai choisi Darby Allin. Alors Darby Allin de l'AEW pour, je dirais, l'ensemble de sa carrière, comme on dit au César ou aux Oscars, qui est encore très très jeune, hein, évidemment, mais parce que ça ramène à la définition que je rappelais tout à l'heure, plutôt du côté clipesque, où lui vraiment, bon après il a tous les talents au-delà des talents athlétiques, parce que il est capable in ring sans justement, alors on est à l'opposé total, hein, tu parlais vous remontiez effectivement les années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Il y a eu un autre glissement qui s'est fait aussi progressivement. On se retrouvait entre une alternance entre le ring et les espèces de segments, on va dire, de plus en plus fréquemment, entre deux couloirs, etc., de tournage. Et puis, on est arrivé aussi à encore plus calme que ce que vous évoquiez tout à l'heure, à des personnages comme Orange Cassidy ou Darby Allin, dans des registres très différents, qui, eux, sont... Darby Allin, en fait, il est quasiment pas dans la prosodie. Hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui est uniquement dans du langage corporel. Et en gros, beaucoup de sa promo, pour pas dire essentiellement, surtout depuis ces derniers mois, se fait par clips interposés, avec des clips très soignés, très léchés, avec une ambiance noir et blanc, très ambiance du Bayou, mais qui se distingue un petit peu du Bayou d'un Bray Wyatt / de Fiend. Et voilà, ça, moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Sans forcément commenter ou diffuser d'extraits là-dessus. Non. Si vous tapez Darby Allin, vous en trouverez beaucoup sur Internet, surtout que c'est très visuel, ce sera mieux pour vous. Et enfin, je vais terminer avec mon top 3, mon petit chouchou, chéri, avec... J'ai hésité avec Daniel Bryan, mais on en reparlera peut-être plus tard. Et j'ai choisi Kenny Omega, pour pouvoir avoir aussi la NJPW. Kenny. Et j'ai choisi donc sa victoire au G1 Climax, parce que il y a un truc qui continue de me filer des frissons dans les chines à chaque fois que je la réécoute. Et d'ailleurs, elle fait partie du générique du Catchakas, c'est dire à quel point c'est dans l'ADN de notre émission. C'est ce moment où il commençait à faire son blabla de victoire avec tous ses potes du Bullet Club. Et au moment où il commence à dire mais I know you people don't understand. Wakaranai dayo. Et il fait un switch directement en japonais, sachant que, alors moi je trouve que la puissance de cette... alors on va dire c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait une promo. C'est une promo pour la suite, parce qu'il vient de gagner en réalité, donc c'est là où c'est aussi un exemple un peu limite. Mais en gros, c'est comment est-ce qu'il vient faire non plus la promo d'un match, mais vraiment sa promo à lui. C'est-à-dire il s'est complètement mis le public dans sa poche. Moi, c'est une des rares fois, on sait que le public japonais est très discipliné, même si ça l'empêche pas de monter en intensité, de faire trembler comment dire, les murs des plus grands stades comme le Tokyo Dome. Mais en tout cas, quand Kenny Omega a commencé à glisser en japonais, et dans un japonais parfait, d'ailleurs il a une prosodie, alors c'est vrai qu'il faut être un peu sensible à la langue japonaise, mais il a une espèce de phrasé sublime que même peut-être certains japonais eux-mêmes natifs n'ont pas. Et voilà, il y a qu'à entendre la réaction du public dans la salle, les fameux oh japonais hyper emblématiques, ça ne trompe pas. Il n'y a vraiment pas de truc. Et puis tu sens qu'il s'éclate à ce moment-là. On va peut-être laisser écouter justement. Bah ouais, c'est parfait. Tu fais bien de m'interrompre. Days like today, you understand? They happen maybe once in a lifetime. So take it from me. Don't be afraid to dream.
Don't be afraid to reach for the stars. But let me warn you now, right as you're about to reach that dream, someone like me swoops in and takes it from you. Because I am the best. I am more talented. I have more drive. I have more determination. I am not like any one of you. But I wrestle for you, and you're lucky to have me. So this next message goes to all the fellow wrestlers watching. Oh yeah, I know you're watching. I even know the guys down in Orlando are watching. Well, guess what? Today is your lucky day, because I'm giving y'all a G1 worth of study material so you guys can get started and train for the next Kenny Omega Light, but it ain't gonna happen. So at that point, I am just gonna say, Okada! Oh yeah, you are the IWGP Heavyweight Champion. I have never beat you, I have never wrestled you. So I think that is the likely scenario. But I know you people don't understand. Wakaranai daro. Dagara, ima kara desu ne, konkai. 日本にやってきて8年。俺が日本語を話す。Voilà, donc on a vraiment une promo hyper intense qui est assez explicite et pour laquelle, contrairement à ce qu'on disait de Steroids tout à l'heure, qui était une promo plus entre guillemets à l'ancienne, ancienne d'un point de vue chronologique, hein, pas genre forcément à la papa, quoi, on a une réaction du public. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu tous les deux. Félix, je sais que toi, oui. Moi j'aime beaucoup cette promo parce qu'en plus il y a le facteur narratif dedans, il arrive à insérer ça en plus de faire juste sa promo à lui, comme tu l'as dit. C'est que c'est la première fois dans son run du cleaner en tout cas, parce qu'il était quand il est revenu vraiment à plein temps à la New Japan, il était le cleaner du Bullet Club et il était un vilain, quoi, un heel, et c'est la première fois qu'il s'est autorisé à parler en japonais. Parce que le public japonais qui le connaissait avant savait qu'il pouvait parler japonais, parce qu'il a catché à la DDT, il a même catché à la New Japan avant où il parlait en japonais, et il est bilingue. Mais dès qu'il a été The Cleaner, il a toujours insisté pour parler seulement anglais. À la différence de Shinsuke Nakamura d'ailleurs, plusieurs années à la WWE, pour un résultat qui est pas du tout le même. Mais donc là c'était la première fois qu'il parlait en japonais. C'est vraiment genre ça y est, j'ai gagné le G1 Climax, le premier Gaijin à gagner le G1 Climax, le tournoi du catch au Japon, quoi. Et ça y est, je peux m'autoriser à parler en japonais parce que j'en ai plus rien à foutre, je suis au sommet du monde ou presque, quoi. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, dans cette promo, il nomme ce qui sera son futur. C'est pas vrai, hein, quand je dis il n'y a pas de promo. Il nomme son futur Everest, qui est Okada. Et qui donnera d'ailleurs toute cette ouverture vers les fameux Omega Okada qui deviendront toutes les étoiles du ciel. Voilà, je pense que c'est très joliment dit. Michael, je ne sais pas si tu l'avais entendu déjà cette promo au-delà de générique du Catchcast, évidemment. Peut-être, mais pas sûr. Pas en intégralité, peut-être. Ouais. D'accord. Bon. Et bah très bien. Voilà pour moi, les amis. Vu qu'on est dans la bienveillance et qu'on va laisser la patate refroidir pour pas qu'elle soit trop chaude pour Michael, je te propose, Félix, de continuer. D'accord. En top 3, moi j'avais choisi, on va peut-être commencer par le début comme tu l'as fait toi. Moi j'avais choisi encore un vieux de la vieille, comme quoi, hein, parfois c'est comme le vin, quoi. Avec Jake Roberts, mais cette fois c'est pas une promo des années 80, c'est une promo de cette année, du tout début de cette année 2020, avant que la pandémie n'arrive aux États-Unis et que les shows de catch soient dépeuplés, pour raisons sanitaires évidemment. C'est Jake Roberts qui est apparu par surprise à AEW Dynamite pour interrompre un certain Cody Rhodes. Bien vu. Il a bien fait. Et on le redécouvre vraiment dans cette promo. Je vous propose de l'écouter avant d'en parler, peut-être. Yes. It's been 20 years for me, Cody.
20 years to get clean, to get right. And by God, I earned it. And if you think for 1 minute that I'm going to be a nice boy and play right, my man, you've got another thing coming. You see, for years, I used to put a snake in a bag just to make somebody think about it. And once you thought about that snake, I had you in the palm of my hand, and I wind up spanking your ass. That's what happens. I will be on the outside of the ring when my client faces you. And you can bring that one-trick pony Art Anderson with you. My God. Hey. Caesar. Oh, Caesar. What a snake wants, a snake takes. You see, I'm not in AEW to take the whole pie. Just your share. Now, a wise man once told me, never, ever turn your back on somebody you respect or you're afraid of. Wow. What have we just heard? Donc voilà la promo de Jake Roberts. Donc dans cette promo, il revient vraiment aux sources de ce qu'était Jake Roberts. Ça, je trouve elle a plusieurs dimensions cette promo. C'est-à-dire qu'il arrive déjà à se présenter comme un vétéran, un babyface au point de vue du public, parce que le public est ravi de l'accueillir. Déjà que c'est une surprise, mais en plus c'est une star des années 80, donc il est immensément respecté. On sait qu'il a plusieurs promos géniales à son actif, il a plusieurs matchs géniaux à son actif. En plus, il a eu toute une traversée du désert ces dernières années, avec DDP Yoga qui l'a remis sur pied, etc. Et donc là, il doit se représenter comme Jake Roberts, et pour ce faire, pour représenter ce personnage du Snake, du serpent, il arrive à manipuler le public, à manipuler Cody Rhodes, parce qu'au début il se présente donc comme le vétéran respecté, et ensuite il retourne sa veste complètement progressivement en le traitant de César, Ave César, et il le provoque, et il arrive à lui dire que en fait, parce que Cody revenait d'une défaite contre MJF, et il dit qu'il doit arrêter de pleurer comme une fablette entre guillemets, qui devrait pas avoir Arn Anderson qui sait à peine marcher avec lui, ce genre de truc. Et puis il le prévient, il lui dit maintenant j'en ai marre, je veux maintenant que je suis à nouveau moi-même, donc par rapport à cette traversée du désert, je veux reprendre le pouvoir, et pour cela j'ai un client, j'ai un catcheur qui va être un peu mon exécutant, quoi. Et quel catcheur? Et quel catcheur d'ailleurs, on le découvrira plus tard, on le découvre pas dans cette promo, mais vraiment il instille toute une hype autour de ce client, mais en plus une hype obscure, sombre, ténébreuse, quoi. On sent le danger, même s'il est très vague et flou, et tout ça en une promo, et en plus il arrive avec une punchline, une phrase à la fin qui dit on m'a toujours dit de jamais tourner le dos à quelqu'un qu'on respecte ou dont on est terrifié, et il se tourne le dos et il lance le microphone dans l'air, et c'est Cody qui le rattrape, et donc le public comprend ce qu'il vient de faire, et ça c'était juste génial, quoi. Le mec revient de des années de galère, puis il est vieux, il a pas eu de promo comme ça sur les, un peu comme le Warrior d'ailleurs. C'est la première fois qu'il redonnait une promo comme ça aussi forte sur le ring, et génial, quoi. Ouais. Oui, je te rejoins, je sais pas si c'était une époque où tu avais commencé à un peu regarder l'AEW, Michael, ou si tu l'as vu pour l'occasion. Non, je regardais déjà plus. D'accord. Mais, déjà perdu. non, après, pour Jake the Snake, oui, clairement, moi j'en ai parlé un peu avant, mais du coup, c'est un des premiers, je pense,
il a marqué un peu un tournant, parce que clairement, il y a une grosse rivalité qu'il a eu contre Macho Man Oui, avec le dans serpent, les années. Ouais, avec le le serpent, et cobra. puis du coup, début 90, je pense. Ouais, je Oui, pense oui, début oui. 90. Et la, Ouais. la future Et femme c'est de un des premiers. Justement, il a vachement modernisé sa façon d'être un heel très intense, presque un heel de cinéma, plus qu'un heel de catch, Oui, quoi. Il est C'est vraiment vrai. dans quelque chose de presque flippant et tout et tout. Et il est assez révolutionnaire pour ça. Et c'est clairement un des. Quand on voit des vieilles rivalités qu'il a eues, c'est un des meilleurs heels de l'histoire du catch, quoi, clairement. Donc ça m'étonne pas. et oui, et puis il arrive à le reprouver en 2020, c'est ça qui était génial. Bon, après, la suite avec son client, donc qui va s'avérer être Lance Archer un peu plus tard, la suite est un peu plus décevante. Il arrive moins à se focaliser, à proposer quelque chose d'aussi extraordinaire que ça, mais en tout cas, la promo, donc la hype qu'il a réussi à mettre dans ce monologue, était juste excellente, quoi. Mais après, je pense, que c'est des considérations assez basiques du fait qu'il est, tu le sens fatigué, beaucoup plus Oui, fatigué. Par exemple, je prends un autre parallèle à la AEW qu'un Taz qui peut encore se permettre oui, des grosses envolées au micro, avec aussi des envolées physiques qui vont avec. Enfin voilà. Mais en tout cas, ouais, je te rejoins totalement. Et c'est pas évident d'être aussi charismatique avec une moustache. Nous, on connaît que deux personnes, c'est Jake Robert et Félix. Donc, en l'occurrence, Euh, ah, Alors tu ouais, voulais parler de moustache, Michel. non, non, pas Ah, de d'accord. moustache, mais par rapport, ça me fait penser que ce qui est intéressant par rapport, toujours dans mon idée du style qui évolue, euh, ce qui est intéressant, hein, par rapport aux vieux catcheurs qui peuvent aussi un peu s'adapter, en fait. Parce que justement, quand tu disais que Ouais. Taz, il a encore une capacité à un peu s'énergiser, alors que forcément, Jake the Snake Roberts, c'est un peu moins, donc il doit adapter un peu son style, même si du coup, lui a toujours eu un style plutôt lent, je pense. Oui, c'est Ce qui est vrai. intéressant, c'est que par exemple, là, dans un cas où on peut voir la transition, qui est intéressante, c'est Ric Flair. Ric Flair, il a toujours fait des promos complètement 80s, en mode, il pouvait encore il n'y a pas longtemps les faire en mode je parle de façon super éloquente, hyper rapide, je balance plein de mots à la seconde où et il tout, se et tout. jette par terre et tout. Et oui aussi. Et maintenant, il peut plus faire ça parce que maintenant il est Ouais. quand même un peu plus vieux. Et ce qui est hyper rigolo, je trouve, Bah, c'est que depuis j'ai son noté un AVC, truc. surtout. Oui, je pense que ça n'a pas aidé. Puis avant, il y avait eu un accident d'avion aussi il y a longtemps, mais ça, bon, ça l'avait pas calmé. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une période là où il était un peu associé à Randy Orton dans des storylines à Raw cette année. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est presque la première fois que j'ai vu Ric Flair faire des promos en mode je parle tranquillement, super Calme. naturellement, quoi. Il a fallu qu'il ait 75 ans pour qu'il change de style, quoi, en fait, ce qui est assez rigolo. Et maintenant, il a un style, il développe tranquillement son style, en fait, beaucoup plus naturel, réaliste, où il parle un petit peu comme un mec posé et tout, et tout. Et c'est assez rigolo de voir, je trouve que Ric il a fallu Flair, vachement de temps pour. Le seul Ouais. moment où il était un peu plus posé, j'ai remarqué aussi, un tout petit peu avant ça, c'est quand Charlotte commençait un peu à se séparer, entre guillemets, de lui. C'est parce qu'il y avait des espèces de segments un petit peu plus dramatiques ou dans lequel un côté hyper énervé aurait été débile. Pour rappel, hein, donc c'est Charlotte Flair, la fille de Ric Flair, qui à un moment donné commençait à se séparer du nom de Ric Flair et qui voulait plus briller que par ce nom de famille-là, mais par sa propre personne. Et donc ça donnait effectivement aussi des segments un peu posés, un peu plus intenses, mais sans forcément le côté très énervé dont vous parliez tous les deux tout à l'heure. Félix, on te laisse peut-être continuer. oui. Alors, donc on était dans le top 3, on a fait le top 1, donc le top 2, je reste dans la méchanceté, moi, pour le coup. Parce que moi, il y a une promo qui m'a toujours marqué, qui est un peu plus un poème, en fait, qu'une promo, d'ailleurs. Mais un poème vraiment odieux, c'est le Big Boss Man, donc pas dans les années 80 mais dans les années 90 pour le coup, quand il avait fait son retour à la WWF encore à l'époque, pour être le bras armé de la Corporation, donc le clan de Vince McMahon, Shane McMahon et compagnie, tous contre Steve Austin quoi. Et donc le Big Boss Man qui avait écrit un poème à partir d'une carte, pas une carte d'anniversaire, mais une carte de condoléances en fait, parce que la storyline c'était que le père du Big Show était mort. Alors que il me semble que le père de Paul White, donc celui qui joue le Big Show, était pas mort à l'époque, c'était juste une storyline pour le coup. Mais bon, à l'époque on faisait des storylines assez dégueu quand même.
Et donc on avait annoncé la mort du père du Big Show. Liliane Garcia à l'époque, qui était l'annonceuse, avait demandé aux fans de montrer du respect, de faire 1 minute de silence, etc. Enfin, le coup des 10 cloches plutôt. Et avant que le 10e coup soit entendu, le Big Boss Man arrive et fait un poème vraiment horrible sur la mort du père du Big Show. En lui disant que ça va, faut arrêter de pleurnicher, ton père il est mort, et il va être dévoré par les vers et il reviendra jamais. Donc je vous laisse peut-être écouter ça et on en parle après. How dare you start the grieving process without me? I've got feelings too. It pains me deeply to hear that the Big Show's dad has passed on. Yeah. In fact, it pains me so deeply, I went out and bought a sympathy card, and I'd like to read it to you, if I could. Sympathy card? With the deepest regrets and tears that are soaked, I'm sorry to hear your dad finally croaked. He lived a full life on his own terms. Soon he'll be buried and eaten by worms. But if I could have a son as stupid as you, I'd have wished for cancer so I would die too. So be brave and be strong. Get your life on track, cause the old bastard's dead and he ain't never coming back. Wow. I am not believing what we're hearing here. That's exactly how I feel about the Big Show's daddy being dead. Donc voilà, la promo la plus horrible peut-être, et encore c'est une promo scriptée pour le coup, c'est pas un shoot quoi, c'est pas une promo réelle improvisée sur le tas quoi, mais ça montre à quel point je trouve, on en parlera peut-être plus dans la deuxième partie de cette émission, mais je trouve que la promo c'est vraiment le vecteur émotionnel, surtout pour les heels, parce qu'on l'a vu avec Dusty Rhodes que pour les babyface ça pouvait marcher, mais les heels c'est vraiment leur manière de s'exprimer de prédilection quoi. Oui, là-dessus, c'est vrai que moi, j'ai pu la découvrir, hein, pour être franc, non pas la redécouvrir, parce que, ou alors je l'avais vu passer, mais elle était complètement sortie de l'esprit. Là, on a encore une autre considération qui est cette époque, comme tu le disais, tout à fait cradingue, très limite. On a l'impression d'être sur un Jerry Springer show ou à Exactement. quelconque plateau télé cradingue des États-Unis d'aujourd'hui. On va dire peut-être un Oprah Winfrey, mais Oprah Winfrey c'est quand même assez propre. Mais voilà. Donc c'est ouais, autre époque. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'est assez éloquent du fait de l'avoir entendu et puis éventuellement d'en trouver des extraits vidéo si vous voulez. Mais voilà, je sais pas si Michael. Moi, Oui. je ferais un parallèle quand même avec là où au moins son père n'était pas vraiment mort. Parce qu'il y a quand même une tradition dans le catch, c'est parfois d'utiliser des choses un peu trop vraies. C'est vrai. On peut penser que. Alors, c'était qui du coup qui avait fait une promo contre Charlotte et qui avait parlé de la mort de son frère, par exemple, Ah, mais oui, oui, Red exact. Flair. Oui. Donc, c'est un parallèle où là, pour le coup, c'était beaucoup plus vrai et ça a beaucoup plus choqué les gens. Parce qu'en effet, parfois, il y a des promos, peut-être qu'on en parlera plus après, mais il y a des promos qui shootent un peu. Et parfois, on n'hésite pas à. Alors, en général, on ne fait pas la surprise au catcheur en face. C'est-à-dire qu'en général, le catcheur, là, en l'occurrence, Charlotte Flair était d'accord avec. Mais par contre, ça avait beaucoup choqué le public. Et par contre, je ne sais pas si Ric était d'accord, Ric Flair, du coup, parce que Ric Flair avait très mal vécu, bien sûr, la mort de son fils. Et donc, ça, parfois, donc, il y a des promos qui vont encore beaucoup plus loin que ça et qui vont vraiment taper là où ça fait mal. Et on peut aussi parler dans le même genre, les promos contre Jeff Hardy qui parle de ses problèmes d'addiction et compagnie. C'est toujours un peu mal vu parce que souvent les promos de catch essaient d'utiliser ce qui est vrai pour taper là où ça fait vraiment mal chez un catcheur. Oui, il y avait en parlant de Charlotte Flair, il y avait un exemple il y a 15 ans, c'était juste après la mort de Eddie Guerrero, je crois, genre 3 mois après, il y a Randy Orton qui fait une promo sur Rey Mysterio et qui lui dit va falloir arrêter, Eddie il est mort et enterré maintenant quoi.
Alors que Ouais. tout le monde était encore en deuil de cette mort soudaine, etc. Et là, t'as eu raison de parler de ce genre de cas, Michael, parce que là, c'était vraiment genre, on utilise un fait réel, vraiment endeuillant, etc., pour renforcer la vilainie d'un personnage fictif, quoi. Ouais, et parfois, après, oui, ça fait penser du coup à plein de petites parties qui auraient pu être envisagées par rapport au promo, mais dans le côté promo qui vont trop loin, qui aurait presque pu être une partie en elle-même, euh, il y a aussi, enfin c'est une parenthèse, mais il y a aussi par exemple JBL qui fait un salut nazi en Allemagne pour avoir de la hit, et c'est assez mal passé. Enfin, Tu m'étonnes. parfois, un heel cherche à avoir de la hit, donc on va dire de l'énervement, enfin une réaction d'énervement de la part du public. Et pour ça, tout est un peu possible. D'ailleurs, ça me fait penser du coup, pour reparler de Kevin Owens, le pauvre qui a une histoire qui lui revient régulièrement. C'est qu'en fait, au début de sa carrière, enfin avant qu'il soit à WWE, il avait fait une promo. Alors je sais pas, qu'il était en équipe avec quelqu'un. Il avait une rivalité contre un catcheur, bon. Et on lui avait demandé, en fait, on lui avait proposé d'utiliser le N-word pour le coup. Et lui, il n'était pas très à l'aise pour le faire. Mais en fait, bon, lui et son partenaire, il l'avaient quand même fait. Et Kevin Owens l'a regretté énormément, et ça lui revient régulièrement en tête, parce qu'il y a des gens qui redécouvrent ça tous les 2 ans, et qui disent que Kevin Owens est raciste, tout. Et donc, bon, parfois, voilà, tout est un peu bon pour créer une espèce de hit comme ça, et faut trouver la limite dans ce qu'on fait, quoi, parce que après, tout est bon à utiliser, mais bon, il y a des choses qui vont nous rester un peu plus longtemps que d'autres, quoi. Ouais, bah après, limite du bon goût en l'occurrence, hein, parce que là, je pense que on peut quand même s'exprimer assez facilement, que ce soit pour le cas de JBL ou cette suggestion, loin d'être finaux, de l'utilisation du N-word, hein, donc du mot nègre dans une promo. Ce qui nous amène, oui, Félix, À mon dernier point du top 3. Alors, Ouais. par rapport à ce que je vous ai envoyé, en full disclosure, sous les rideaux du Catchcast, je vais garder le numéro 3 pour la deuxième partie. Je pense que ce sera plus pertinent. Et je vais changer avec un truc, parce que là j'étais dans la vilainie à fond. Je vais mettre un choix alternatif qui est plus babyface. Et encore une fois, c'était à l'AEW. Donc bon. Et ça concerne encore Cody Rhodes. Mais pour une fois, on va lui faire une petite éloge quand même. C'est sa mini promo après son match contre son frère Dustin Rhodes à Double or Nothing 2019. Je vous laisse, elle est très courte, donc je vous laisse l'écouter et j'en parle juste après. You don't get to retire here. You don't get that. Because I gotta ask you a favor. In front of God and the whole world. Before AEW was a thing, before we filled this place up, it was me, it was Kenny, it was Matt, it was Nick, it was Tony. And I put my name on a piece of paper for our show next month in Jacksonville for Fight for the Fallen. You know what the match that I put my name down on? It was myself and a partner of my choosing. Against what I think is the best tag team in the world, the Young Bucks. But Dustin, I don't need a partner. I don't need a friend. I need my older brother.
cette promo, je pense que la plupart des auditeurs l'ont entendu parce qu'elle a été reprise de nombreuses fois depuis et c'était un peu le moment iconique de la EW, de la jeune histoire de la EW. Cody Rhodes qui, après le match hyper sanglant contre son frère, lui dit qu'en fait il a signé un match en équipe avec un partenaire de son choix et qu'il ne veut nul autre que son propre frère pour être avec lui. Et je trouve qu'en fait c'est vraiment le moment fondateur du mythe de Cody Rhodes sur lequel il se rattache vraiment beaucoup trop depuis, et c'est ça que je lui reproche le plus. J'ai même écrit un article là-dessus, il me semble. Parce que on sent vraiment l'émotion des deux catcheurs, même si sans doute qu'ils étaient au courant l'un et l'autre de ce développement. Alors Cody et Dustin disent que Dustin n'était pas au courant du fait qu'ils allaient faire un match en équipe ensemble un mois plus tard, mais bon, admettons. Mais il y a vraiment... moi, j'ai jamais été peut-être autant ému par une promo que par celle-ci, et elle m'a pris par surprise, en fait. Le côté familial, amour fraternel et tout ça, c'est très très fort, et là aussi c'est très identifiant. On parlait du côté précaire, prolétaire, etc. avec Dusty, mais là le côté amour fraternel, c'est aussi très identifiant pour tout le monde, c'est universel. Et il y a même un vidéaste philippin qui s'appelle Joseph Montecillo qui avait parlé de cette promo et qui l'avait mis en parallèle avec une autre promo des années début 90 je crois, où c'était Dusty Rhodes qui l'a demandé à Dustin Rhodes, donc son fils et le grand frère de Cody, de revenir dans le droit chemin et de faire équipe avec lui, de reformer cette connexion père-fils. Et je trouve que le parallèle, qu'on le sache ou non, mais quand on le sait, ça décuple la force de cette promo, je trouve. Bah écoute, j'ai pas été autant touché que toi, mais c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, ou même ce qu'en soulignait Joseph Montecillo, que tu mentionnais, qui a une super chaîne hein, qu'on vous invite à aller consulter. Oui, il y a quand même effectivement tout un travail fait et ils ont réussi quelque chose d'assez fort. Et bah écoute, très bien, après cette espèce de twist hein, quand même de Félix qui, à l'envolée, arrive à remplacer un de ces éléments pour votre confort d'écoute. On va donc terminer sur les bonnes promos du mois avec Michael, va bien falloir. Et toi, donc, tu en as choisi surtout une qui, à tes yeux, était très emblématique, sur laquelle on va te laisser t'exprimer avant de venir te rejoindre. Oui, moi j'aurais pu, à la limite, moi j'avais du mal à trouver un top 3 parce que je trouve que peut-être que comme je regarde pas la AEW, vu qu'apparemment vos promos préférés de l'année dernière viennent de la AEW, donc j'ai dû rater plein de bonnes promos, je pense. J'en ai peut-être vu moins à la WWE. Du coup, oui, il y en a une qui est très, très marquante. Mais je viens de penser que en fait, il y en a une autre un peu dans le même registre dont je vais te parler. Mais souvent, en fait, c'est des promos. Alors moi, je m'intéressais à des promos qui sont des turns en fait. Alors donc un turn, hein, donc c'est un heel turn ou un face turn, c'est quand on passe de gentil à méchant en général. Et quand on le fait dans une promo, c'est en général assez virtuose et excellent. Et d'ailleurs, il y a pas mal je pense que c'est arrivé pas mal de fois. Et donc il y a une fois donc qui est assez magnifique et qui reste un exemple assez sublime de promo et aussi d'interprétation hein, de façon générale dans le catch. C'est donc la promo de Mark Henry, qui était une fausse promo de retraite en fait, hein, de départ. En fait, c'était très bien goupillé, c'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs avant, comme quoi il allait prendre sa retraite et il allait annoncer qu'il prenait sa retraite. Alors il faut savoir que il y a toute une tradition dans le catch de promos très marquantes de gens qui sont arrivés, parce que d'ailleurs, en fait, j'aurais pu aussi prendre ça comme, d'ailleurs, je peux parler de ça dans mon top 3, mais en fait, oui, il y a dans les promos très très marquantes, il y a bien sûr plein de promos de catcheurs qui ont eu en général des blessures un petit peu soudaines. Alors là, c'était différent avec Mark Henry, parce que lui, c'est plutôt qu'il avait la quarantaine et qu'il n'allait pas catcher toute sa vie, comme il a un physique quand même assez... Enfin, pas forcément facile, on va dire, il a un certain poids. Mais donc, oui, il y a des promos, dont la promo de Shawn Michaels, où il a annoncé qu'il avait été blessé et qu'il prenait sa retraite, même s'il est revenu 5 ans plus tard.
Il y a la promo de Daniel Bryan où il a pris sa retraite. Oui, il y en a plein. Mais il a fini par revenir. Il y a plein de promos On et a c'est en consacré général. une petite partie dans la seconde partie de l'émission. Voilà. C'est en général des promos qui sont très émouvantes et surtout elles sont pour le coup très vraies, puisque en général les catcheurs sont légitimement très émus et au bord des larmes, parce que c'est la passion de leur vie et un petit peu une grosse partie de leur vie qui s'arrête quand ils prennent leur retraite. Donc c'est en général des moments très émouvants dans le catch. Et donc Mark Henry a joué avec ça, et donc nous a fait croire, on a d'abord eu un espèce de build sur Internet où on a entendu parler d'une promo où il a été prendre sa retraite, donc rumeur. Et en effet, il joue avec les conventions, c'est-à-dire que c'est en dehors d'une storyline ou quoi que ce soit, donc on se dit, c'est un peu spécial, c'est comme si l'émission s'interrompait un peu. Il arrive sur le ring, il prend son micro, il a un costard, cravate. Bon, on sent que c'est pas comme d'habitude, qu'il y a un truc un peu sérieux qui va se passer. Et il fait une promo sublime où tout le monde, le public est complètement, croit à 500%, oui, et puis il croit à 500% tout ce qu'il dit. Il parle de sa carrière, il fait comme s'il faisait son discours de Hall of Fame, qu'il a fait d'ailleurs plus tard, quelques années plus tard, quand il a vraiment pris sa retraite. Et donc il fait tout son discours sublime. Et John Cena arrive, et John Cena est un petit peu condescendant, et il lui fait un peu, genre c'est le champion à ce moment-là, et si je me souviens bien, il veut lui donner ses ceintures, un peu pour rigoler, en mode voilà, tu la mérites, tout et tout. Et on se dit à ce moment-là, non mais c'est presque un peu, il tire un peu c'est pas très cool de sa part. Et en fait, Mark Henry joue un peu le jeu, et puis il dit non mais John Cena c'est quand même toi la star, donc moi j'ai fini, j'ai pris ma retraite, et voilà, je te laisse et je me barre. Et au moment où il se barre, en fait, il se retourne, et en fait il fait un gros slam, si je me souviens bien, à John Cena, et il change complètement de ton et lui dit en gros non mais ça va pas, je pars pas maintenant, je suis encore loin d'avoir fini, et je vais prendre ta ceinture et tu vas voir. Et en fait il finit par avoir une rivalité avec John Cena, et la façon dont il a maîtrisé tout le monde pendant tout le monde y a cru, quoi. Non seulement tout le monde y a cru, mais tout le monde était au bord des larmes et tout. Enfin, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est un truc à montrer dans toutes les écoles de promo. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de promo de catch en France. Et ben on vous annonce que Michael lance son école de promo, la Kevin Owens Academy. Bah malheureusement, Kevin Owens n'est pas tellement cité dans les meilleurs promos, alors qu'il n'a pas tellement l'occasion. Bande d'ingrats. Mais par contre, transition dans mon top. Du coup, je pensais à ça. Alors du coup, je pense qu'on pourra montrer. On peut lancer peut-être l'extrait de Mark Henry. Oui, lançons. And if I had any regrets at all about my career, I've been world heavyweight champion, I've been ECW champion, I've been the strongest man in the world. I've had a lot of success. I mean, nothing like the success that John had, but I think I've done pretty good for myself. Which, thank you. Which leads me to the reason that I'm out here, to formally retire from the active roster of the WWE. Thank y'all. To my little girl Joanna, who cries when I leave home. Baby, I'm coming home. Dans le même jour, ça me fait penser que dans les promos turn,
Il y en a une, alors puisque on parle beaucoup de nos catcheurs préférés, parce que vous casez Omega, Cody Rhodes et Darby Allin. Moi, du coup, il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était très fort en promo. Bon, il n'est pas décédé, mais il est plus vraiment d'actualité. C'est Mr. Kennedy, donc Kenneth Anderson, qui était assez, pour le coup, assez, on va dire, c'est un peu un surdoué de la promo aussi. Oui, oui. Et c'est vraiment ça qui l'a poussé. Au début, en plus, il avait une voix incroyable, parce que ça compte. Et d'ailleurs, Marc Henry a aussi l'une des plus belles voix du catch, il faut bien dire. Et donc, en fait, oui, Anderson, il y a une promo particulière qui est magnifique parce que là aussi, on voit un peu la maîtrise du public. Alors, pour la situer un petit peu, Mr. Kennedy, il a débuté, alors je ne sais plus quelle année c'était exactement, peut-être 2005, 2006, ouais, parfait. 2005. Gros run à SmackDown, absolument incroyable, un des meilleurs runs de heel que j'ai jamais vu. Où c'est un espèce de heel très indépendant. C'est assez rare de voir, ils savent plus faire ça de nos jours. Une espèce de heel qui était heel mais qui n'était pas sympa, qui n'était pas copain avec les heel, qui n'était pas copain avec les face, qui était un peu dans son truc. Qui battait d'anciens champions du monde, etc. Oui, il battait un peu tout le monde, à chaque fois avec un peu d'aide, mais et surtout ce qui était génial, c'est que ils arrivaient à faire ça, c'est que c'était un heel, mais en fait c'était un face. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde était, et ils assumaient ça, ce qu'ils n'assument plus aujourd'hui. C'est-à-dire que il était heel, il trichait un peu, mais en fait tout le monde avait envie de le voir réussir, et l'apogée de ça a été un match contre Batista où c'est assez rare, le public en fait c'était lui heel et Batista était le champion, et pendant le match le public a changé de côté et tout le monde voulait que Kennedy gagne le match. Pendant ce match, c'est un match assez incroyable, et bon, bien sûr il a perdu, et après bon, alors, il y a eu des blessures, tout, puis il a fini par être drafté à Raw, et il avait son truc à l'époque, il avait enfin mine de rien un gimmick, on l'a beaucoup résumé à ça, mais bon, à Mr. Kennedy, son truc, c'est qu'il disait Mr. Kennedy, et puis il attendait, et puis il redisait Kennedy plus tard pour énerver les gens, sauf que tout le monde l'adorait et tout le monde le faisait. Kennedy. Et quand il arrive à Raw, premier jour où il arrive à Raw, il fait ça, et pour la première fois avec un gros public beaucoup plus gros que d'habitude à SmackDown, et la façon dont le public boit ses paroles et répète tout ce qu'il dit, c'est assez incroyable. Je veux dire, il est over, comme on dit, mais à un point assez phénoménal. Et c'est toujours assez sublime de voir, parce que quand on est over en tant que catcheur, ça fait quand même, on a envie d'être over en fait. C'est pas facile d'être heel, parce que ça fait quand même plaisir d'avoir tout le public qui nous applaudit, qui est avec nous et tout et tout. Et c'est toujours magnifique quand on voit un catcheur. Je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant. C'est un peu la beauté du catch quand on voit un catcheur qui est là, qui est à un moment, bon, c'est comme Marc Henry avant, qui est à un moment donné où le public lui mange dans la main et c'est le mec le plus over du monde. Et là, comme un professionnel qu'il est, il commence à balancer sur le public, à dire, à les traiter de tous les noms, à leur dire qu'ils servent à rien, qu'ils sont débiles de l'encourager. Il y a toujours ce moment en fait où on est complètement face et le public est à fond avec nous et on décide de lui dire non mais en fait vous êtes des merdes en fait, enfin je vous aime pas, pourquoi vous m'applaudissez, et où on retourne complètement le truc et où les gens commencent à huer et tout. Je trouve que c'est toujours un moment magnifique dans le catch. L'art de se faire haïr, quoi. Je pense qu'on en parlera peut-être plus en détail dans la deuxième partie parce que c'est un gros morceau aussi. Tout à fait. Mais oui, Mr. Kennedy, c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié, mais parce que lui-même s'est un peu détaché du catch. Non, on l'a pas oublié. Ça m'est fait penser parce qu'il a une école, tu parlais d'école de promo, mais en fait, Mr. Kennedy a une école de catch qu'il avait, je crois, avec Daivari, je crois. Et je crois que Daivari est parti, mais que lui, il a toujours son école de catch. Et moi, sinon, ouais. Non, vas-y. Non, sinon, en troisième, c'est pas une promo en particulier, mais plutôt dans les catcheurs qui sont assez remarquables au niveau des promos. Donc oui, il y avait Mick Foley, même si j'ai pas pu trouver une promo vraiment récente. J'aime pas trop prendre des vieilles promos parce que je les ai pas vraiment vues à l'époque et j'ai pas envie de prendre une promo parce que je l'ai vue, mais parce que si je l'ai pas ressenti à l'époque, je trouve que ça me plaît pas trop d'en parler. Donc oui, il y a plein de promos géniales de Mick Foley. Il a un style très émotionnel, et dans les styles très émotionnels, très intenses, où il peut arracher des larmes à tout le monde. Donc il y a Mick Foley, il y a aussi Tommy Dreamer qui est dans le genre. Il faut savoir que Tommy Dreamer, donc c'est un catcheur hardcore qui a pris sa retraite à peu près 25 000 fois et il a fait beaucoup de promos de retraite lui pour le coup. Et il adore faire des promos où
où il chiale à moitié, où tout le monde chiale avec lui. Enfin, c'est un style assez C'est un particulier, mais babyface de A à Z, quoi, lui aussi. clairement. Mais non, moi, je voulais juste rebondir sur Mark Henry. C'est effectivement hyper génial, mais en plus, je sais pas si tu l'as vraiment dit, mais en plus, à la base, effectivement, il n'y avait pas de storyline avant de cette promo. Donc ça venait un peu de nulle part et donc on pouvait dire que c'était plausible, que sa prise de retraite était honnête et légitime. Mais en plus, avant ça, il me semble que Mark Henry c'était un heel à l'époque. Donc non seulement c'est un heel qui va devenir face parce qu'on est dans un... Ok, on arrête d'être des bons et des méchants parce que ce monsieur-là, il va prendre sa retraite, on va lui montrer du respect et lui il va être honnête avec nous, ce qu'il fait dans une première partie. Donc non seulement il y a un face turn un peu passif, quoi, mais en plus, il y a un sur heel turn quoi, avec ce twist à la fin de la scène. Donc c'est doublement génial. Et en plus, Mark Henry, ça n'a jamais été un gars qui était connu pour son éloquence ou ses promos, quoi. Donc c'était d'autant plus surprenant, quoi. Ouais, ce qui est un peu dommage parce qu'au final, Au il a pris final, sa retraite. Au final, il n'a pas eu tant de choses à faire derrière et il a probablement eu ouais. un potentiel qui n'a pas été tellement utilisé parce que. Je suis assez d'accord. Ouais. Mais même moi, sur un contexte, c'est aussi une. C'était une promo qui en était pas, c'était une manière détournée de parler de Daniel Bryan. Mais il y a un moment, là, tu parlais de son éloquence verbale, mais même, c'est un mec qui, déjà de base, en impose. Ça, y a personne qui va remettre ça en question. Mais même dans sa, je dirais, dans sa pantomime, sa gestuelle, il peut dire beaucoup de choses avec une économie de mouvement. Je repense, je sais pas si vous l'avez vu, mais à l'époque, il y avait une espèce de promo de Triple H en mode The Authority, et c'était la grande époque de la pop de Daniel Bryan qui était complètement folle, du Yes Movement. Et en gros, il faisait sa promo avec plein de superstars du catch sur le ring. Il y avait Orton, il y avait Bryan, il y avait genre, bref. Tout le public commençait à faire complètement hors contexte, comme quand il faisait des fois Watt en référence à Austin. Et il faisait yes, 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 yes. Et à un moment, tu avais Shawn Michaels qui faisait genre, mais il mettait les mains comme ça horizontales en faisant, mais arrêtez quoi. Finalement, Mark Henry, il est arrivé vers Daniel Bryan, il a pris sa main, il l'a levé pour le public. Et après, il a fait c'est bon, on arrête quoi. Et juste, voilà, juste avec cette attitude-là, ça fonctionne bien. Donc je te rejoins tellement, Michael, dans la dimension sous-exploitée de Mark Henry. Et souvent, d'ailleurs, ces trucs un peu mémorables au-delà de son catch, c'était des trucs un peu communautaires. Notamment, je me souviens à un moment d'une alliance avec un autre catcheur noir. Je sais plus qui c'était, est-ce que c'était pas Shelton Benjamin ou bref. Et où c'était pas des trucs super poussés, quoi. C'est dommage. Je crois qu'à un moment donné, c'était avec MVP. À un moment donné, il y avait une. Je crois qu'il y avait MVP, pardon, pas Shelton Benjamin. Parce que je pense que je me mixe la tête avec le Hurt Business en ce moment, donc voilà, Ouais. MVP. Voilà, bah, très très bien, ma foi, joli panel, je pense, pour les bonnes promos. On va, je pense, sans transition, passer aux mauvaises promos pour terminer sur ce doucement, qui fait rire. voilà, c'est ça. Eh ben, Mickaël, j'ai envie de te dire, tu as la parole, est-ce que tu voudrais pas la garder pour les... Oui, alors du coup. Pour parler d'un autre Michael d'ailleurs. Ouais, en plus. Ah bon? On m'aurait menti. Non, mais en tout cas, va sur peut-être ta mauvaise promo emblématique. Ah oui, bah, j'ai hésité un peu parce que du coup, je sais pas, moi à la base, je voulais pas tenir en fait. je voulais parler de Steiner, mais apparemment, vous voulez en parler après. Ah oui, il faut lui donner une place à part entière à cette promo. Tout à fait. Non, dans les mauvaises promos, donc il y a celle de. Donc, alors, McGillicuddy, c'est quoi son nom? C'est Michael McGillicuddy à l'époque, qui va devenir oui, ensuite. c'est Michael. Ça va devenir ensuite Curtis Axel, qui était le fils de Mr. Perfect. Voilà, on est d'accord, c'est le fils de Mr. Perfect. Donc, il y a une promo, en effet. C'est un CH, Michael, tu l'as perturbé, notre Mika. Bref, donc lui, il a fait à NXT, du coup. Et lui, à NXT, il a fait une promo assez catastrophique, mais c'est très, très le côté un peu. Il était un peu bleu, quoi. Oui, il met 20 000 ans. Enfin, il fait. J'avais trouvé à un moment donné la phrase en entier. Il fait une espèce de phrase la plus longue de l'histoire du catch, tellement incompréhensible. The moment starting now of ouais. the era of McGillicuddy. C'est catastrophique. Et dans le même genre, bon, il y avait des. Sinon, dans les mauvaises promos, il y a aussi. Mais c'est plus sur des
En fait, il y en a plein des mauvaises promos. En fait, on pourrait Oui, dire qu'il y a attends, plus de mauvaises promos que de bonnes promos dans le Mais catch. Et c'est attention, celle-là attends. c'est celle-là ta plus emblématique peut-être, qui t'a vraiment le plus Celle-là, perturbé. oui. Après, il y a aussi Ouais. le fameux Lucha Things. Mais écoutons déjà McGillicuddy. Ouais, on va faire ça. And starting this moment from now, from this moment on, this will be the moment, starting now, of the genesis of McGillicuddy. Ah, j'en ai une autre aussi, qui est assez connue. Ça me revient là. Vas-y. Une promo, mais il y a plein de. En fait, il y a des catchs qui sont connus pour être assez catastrophiques. Il y en a une, c'est. Alors, je crois que c'était Batista, ou j'ai un souvenir avec Bobby Lashley, je sais plus. Il y a une histoire d'une promo où, en fait, je crois que c'était Batista qui disait qu'il y avait une phrase, c'est surtout en général des phrases qui sont ridicules, parce qu'elles sont ridicules, et qui disait les ballons de basket. C'était en anglais, mais bon. Ça commence bien. Les ballons de basket n'ont pas de remords en fait. En fait, en anglais, c'était pas ça, mais c'est plus une promo comme ça où il parlait de ça à un moment donné. Je crois que c'était Batista. Et elle était restée assez connue. Après, il y a aussi, mais alors ça, moi, j'ai jamais eu la traduction, j'ai jamais compris. Mais il y a aussi de Roman Reigns, le fameux. Suffering Succotash. Voilà, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais je sais que les Américains ne s'en sont jamais remis de ça. Ouais. Ça a un peu détruit son Mais ça, run pour à moi, l'époque. c'est plus de la mauvaise éloquence ou des essais ratés, alors que McGillicuddy, c'est vraiment un ratage total. C'est-à-dire Oui, que le c'est gars vraiment avait aucune idée de ce qu'il allait raconter, il a improvisé sur le tas et c'est pas du tout ce qu'il aurait dû faire, quoi, pour le coup. Mais pour prendre sa défense, c'était à l'époque où il était pour le coup vraiment un club un peu école et où en fait il y avait plein de gens qui essayaient de faire des promos mais qui étaient très doués. Enfin, je pense que il y avait beaucoup d'autres promos, mais c'est vrai que celle-là est restée. Ouais. Ouais, c'était un bleu, et puis il faut se rappeler de l'état de la NXT, effectivement, à cette époque-là, qui n'était pas aussi rodé qu'aujourd'hui. Félix. Et ben moi, dans le même style, alors celle-là, elle est très iconique de ceux qui ont déjà essayé de fouiner un peu dans les meilleurs ratages microphoniques des catcheurs. C'est une promo, je crois, de début 90 ou fin 80, je crois. C'était dans une fédération totalement indépendante, en plus dans ces années-là, donc où le circuit indépendant était vraiment pauvre, parce qu'il y avait les gros mastodontes de la WWF et de la WCW qui prenaient beaucoup de place aux États-Unis, et donc c'est juste un petit catcheur, voilà, inconnu, anonyme, à qui on demande, voilà, il y a un intervieweur et on lui demande ce qui va se passer prochainement dans sa carrière, c'est-à-dire un match contre tel catcheur, je me rappelle même pas du nom, et donc ce catcheur qui lui répond, il s'appelle Jumping Jeff Farmer, et vraiment c'est le ratage le plus emblématique de l'histoire des ratages, quoi. Monumentale erreur. On a un petit extrait pour ça? Ah oui. Folks, there's Jumpin' Jeff Farmer. Jeff, a while back, what a match you had with Motley. Yep. Probably the hardest match I ever had in my life. But I don't like it when things aren't going my way. Motley Cruz, you turn the tables on me. You turn the tables in a wrong way. You got me mad now. I've stood around, I've listened to everything you had to say. I did everything necessary. But when you turn around and you backstab me one way or another, and you cheat me out of what's rightfully mine, that's when I get angry. Now I'm the one doing the challenging. I'm issuing a challenge to you, Motley Cruz. Get in the ring with me. This time, I'm going full force. Donc voilà, c'était Jumping Jeff. Il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que voilà, devant un tel chef-d'œuvre, on ne peut qu'être ébahi, quoi.
Bon, bah, écoutez, au moins, ça vous aura donné un worst-of à défaut d'un best-of. Moi, je vais terminer, et ça nous permettra effectivement de clore cette première partie. On vous le rappelle, hein, première partie, j'insiste, parce que la seconde viendra à la fois enfoncer le clou et puis parler de cas un petit peu limite inclassables. Je vais terminer déjà avec toutes les promos de Cody. Notre petite rengaine avec Félix depuis quelques temps, parce que bon, après, toujours la question, c'est est-ce que le mec suscite notre antipathie comme ça parce que c'est réussi, ou est-ce que simplement c'est quand même par aspect quand même assez mauvais dans son surculte de la réalité, ce lapsus, de la personnalité. Mais oui, en Comment plus, là, on vient- t'as entendu quel est son objectif de carrière après le catch? non, Parce j'ai qu'il a dit. dit, voilà, je vais encore catcher pendant 5 ans, donc jusqu'à 40 ans, et ensuite je vais me présenter au Sénat de l'État de Géorgie. Ah oui, ça m'étonne pas du tout. Voilà, Bah, moi non de toute plus, ça façon, il y m'étonne avait pas les, du tout. il y avait les épisodes de The Elite, quand je l'ai vu, je me suis fait, mais ce mec-là, évidemment, qui va aller vers de la politique, évidemment. L'hypocrisie Euh, incarnée. ouais, enfin, bon, au secours. Mais bon, bref, en tout cas, on va, même s'il ne faut pas être ingrat non plus, hein, Cody a quand même apporté beaucoup de choses à travers de la WWE, entre autres. Et bah, on va rester chez les Rhodes, hein, d'une certaine manière, même si leur nom a plus trop droit de citer grâce à l'armée d'avocats de la WWE, pour aller du côté de chez Brandy. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de femmes hein, Oui, jusqu'ici. c'est vrai. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on en parle pour une promo pas très réussie. Alors Alors, qu'on aurait pu j'ai citer, hésité. Becky Becky Lynch, par Lynch. exemple. Voilà, super. Cette synchro, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu le faire, mais bon, peut-être qu'on se mettra un petit temps comme ça sur la deuxième partie. Je fais pas plus long. Brandy Rhodes pour une promo bien particulière. Alors, je reviens sur la tendance clipesque hein, qui a beaucoup de droits de citer chez la EW, où il y a une forme aussi d'émulation depuis, je dirais, un an et demi peut-être, quasiment depuis la création de la WWE, autour des promos clippés, où la NXT a aussi, c'est un peu la battle au niveau des promotions clippées depuis quelques temps. Et, enfin, je dis clippé, ça existait avant, hein, mais vraiment très, très, très chiadé, bien léché, tout ça. Et Brandy Rhodes qui avait une proposition à l'époque, notamment dans son binôme avec Awesome Kong, qui était voilà, d'être une espèce d'avatar, on va dire, d'une certaine magie noire, certains personnages comme ça qui venaient prendre les, euh, les mèches de cheveux de différentes catcheuses, etc. Avec une idée un peu vaudou, avec le personnage de Son Kong qui l'accompagnait pour tabasser et contrôler les catcheuses récalcitrantes qui ne voudraient pas se faire couper leur tif. Et il y a eu donc un arc de promo qui a suivi où Brandy Rhodes finissait par aller chez une psychiatre pour genre aller mieux parce que elle se serait égarée. Et donc, en gros, cette promo, alors effectivement, en parlant d'égarement, on est bien dedans. C'est un peu du ratage dans les longueurs parce que déjà, c'était un vœu, c'était un aveu d'échec de cet arc qui a été clairement avorté avec Awesome Kong. Et en plus, l'exécution est foireuse, et ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Alors, un jour, je ne sais pas sous quelle forme, mais on en avait parlé avec Félix, peut-être sous forme écrite ou quoi que ce soit, mais d'en parler sur la représentation de la nébuleuse des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes dans le catch, et Dieu seul sait qu'il y aurait de quoi dire. Eh ben, en gros, le pitch, c'était, elle va chez une psychiatre, elle est en séance, voilà, allongée, il y a une psychiatre à lunettes d'ailleurs, dans le cliché, comme s'il n'y avait pas eu d'évolution des tenues des psychiatres psychologues depuis les années, les années 60-70. Et en gros, il se révèle dans cette promo que finalement, en fait, il s'agit que d'illusions. C'est-à-dire que Brandy Rhodes ne va pas chez la psychiatre, elle va et elle s'allonge sur un divan et elle parle toute seule. Donc pour moi, c'est carton plein parce que c'est un fail au niveau de la dimension thérapeutique qui, peut-être en l'amenant intelligemment, pardon, aurait pu être une bonne promo pour arrêter les frais sur cet arc qui n'a pas eu plus le droit de citer. Mais en plus, on vient nous rajouter la fameuse dimension la plus cliché dans le topito avec peut-être les troubles du spectre de l'autisme, qui est l'hallucination voilà, du personnage à multiples personnalités ou qui se parle à lui-même, etc. Donc c'est
Pour moi, c'est du epic fail, vraiment dans les longueurs. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. On vous invite, là en l'occurrence, on verra si on passe un petit texte audio, mais en tout cas, on vous invite à aller la voir. Pas simplement pour vous faire souffrir, mais pour un petit peu mesurer le Oui, fail de parce la que là, en chose. plus, il y a besoin d'une mise en scène, quoi. Ouais, complètement. Et puis surtout, bah, c'est que le fin du fin, ça a été qu'il y a eu une annonce dans une ou deux lignes de communiqué de presse, comme quoi le fameux arc dont on parlait avant de Magie Noire a été évacué. Et donc voilà, c'est Oui, et puis vraiment. en plus, il y a eu quoi? Il y a eu 2 séances, et puis elle allait mieux, quoi. C'est ça. Mais c'est même pas, tu vois, c'est même pas cet élément-là en réalité, mais c'est Oui, oui, mais ça simplement. se rajoute à Voilà, toute c'est cette ça. montagne de ratés, quoi. Et non, mais en tout cas, Brandy, s'il te plaît, et là, ça pourrait être odieusement sexiste, ce que je vais dire, mais ben, c'est vraiment pas le cas. Reste sur tes émissions de cuisine, c'est très sympa, ça permet d'apprendre des trucs en mode détente avec les catcheurs de la EW. Ne catch pas, parce que tu vas te faire du mal à toi-même et aux autres catcheuses, et vous avez un roster de catcheuses assez fabuleux. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça et c'est mieux pour tout le monde. Et je vais m'arrêter là pour le cas Brandy Rose et je pense pour cette émission. Vous dire, évidemment, sauf si conclusion ou intervention de mes camarades pour boucler cette première partie de la question des promos dans le catch. Vous retrouvez Félix et Michael respectivement sur Félix, PHELYKS underscore G. Yes. Et Orioto, O-R-I-O-T-O pour Michael et son travail d'illustrateur. On vous laisse là pour cette première partie et on vous donne rendez-vous pour la seconde partie des promotions. À bientôt, ciao. The Macho Man Randy Savage is not happy. Unjustifiably in a position that I'd rather not be in. Outside interference, yeah. I'm living in a nightmare. But the cream will rise to the top, oh yeah. I am the cream. Yeah, let me say it, yeah. Let me say it out loud. The cream of the crop. I am the cream. I am the cream, yeah. The cream of the crop! I'm on my way. On balance, off balance, doesn't matter. Nobody does it better.